crois que c'est pas indiscret de le dire, vit à Vannes, donc c'est un voisin. Laurent, on est très content de vous accueillir à l'invitation de la librairie Le Fayère, qui a repris depuis quelques semaines maintenant ses rencontres à l'espace Ouest-France. Certaines sont sans doute habituées de ces rencontres. Elles sont filmées, je crois, et diffusées sur le site internet de la librairie. Sur, Sur Facebook. Voilà. Donc, on souhaite la bienvenue à ceux aussi qui nous regardent. Laurent Goumel, je pense que beaucoup le connaissent déjà, est auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Intuito, est paru récemment au mois d'avril chez Calman Levy. Laurent, je le disais, comptait de nombreux lecteurs à Rennes comme ailleurs. Je crois qu'ils sont heureux d'être là et de pouvoir vous poser toutes les questions qu'ils ont envie de vous poser tout à l'heure. Beaucoup vous connaissent, je pense que d'autres vont peut-être vous découvrir. Pour ceux qui vous connaissent, ils sauront que vous avez dépassé la petite cinquantaine, que vous êtes considéré surtout comme un spécialiste reconnu en développement personnel. Les plus pointus savent aussi que, issu d'une famille de scientifiques, la lecture et l'observation du monde furent de bons échappatoires, une éducation qui a été plutôt stricte, vous en reparlerez tout à l'heure. Après des études, en tous les cas sérieuses, en sciences économiques à Paris, vous devenez chargé d'études financières dans une grande société. Et très vite, vous apercevez que ça ne vous convient pas vraiment en tous les cas. Donc la découverte du développement personnel, puis des études en psychologie, la philosophie aussi seront une révélation. Les sciences humaines prennent alors une importance capitale, importante dans votre vie. Vous devenez consultant en relations humaines. Et vous allez écrire assez rapidement, en 2006-2008, un premier livre, L'homme qui voulait être heureux. Un livre d'ailleurs qui se vend toujours, premier livre. Puis il est suivi, L'homme qui voulait être heureux, c'est aussi une profession de foi, on en reparlera tout à l'heure, mais je suppose qu'on l'écrit. Votre deuxième ouvrage, en 2010, confirme votre talent, votre rapport aussi avec des lecteurs qui vous suivent toujours. Un peu plus tard, en 2012, le philosophe qui n'était pas sage vous permet de dénoncer sous forme de satire la société occidentale moderne. Et puis depuis, il y a eu le jour où j'ai appris à vivre. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Je te promets la liberté. L'art vous le rend bien. Puis cette année, je disais tout à l'heure, Intuito, pour lequel on vous rencontre aujourd'hui. Merci encore une fois de revenir à Rennes. On va nous parler de ce livre. Certains le qualifient de thriller, de polar. Il raconte une histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'histoire de Timothy Fisher. Timothy Fisher est un jeune auteur de polar qui vit à New York, et qui a pour compagnon Al Capone, mais ce n'est pas du tout un truand, c'est son chat. Et il vit tranquille jusqu'au jour où CIA frappe à sa porte pour l'inviter à rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs. Et c'est là que ce qui pourrait sembler de la science-fiction rejoint la réalité. D'entrée, Rondeau nous prévient, les scènes impliquant l'intuition, même si elles pourront vous sembler bizarres, irréalistes, voire carrément délirantes, sont en fait totalement conformes à ce qu'il est possible de faire dans la réalité. Et là, j'en viens à vous, Laurent. Racontez-nous, parce que vous-même, vous avez vécu, sous la conduite d'un professionnel, une expérience similaire à celle que Timothy Fisher, le personnage principal d'Intuito, va connaître. C'était quand et c'était où cette rencontre un peu bizarre au départ? Oui, très bizarre, on peut dire. C'était en mars 2015, précisément, à Paris. Je donnais une conférence, un peu comme ce soir. Et puis, à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me voir et qui me fait une proposition un peu étrange, puisqu'il propose de me former gracieusement, en tête-à-tête et pendant 3 jours, à quoi? Au remote viewing. Sauf que j'avais entendu parler, plutôt j'avais lu un article dans la presse sur cette méthode. Donc voilà, je savais de quoi il s'agissait. En l'occurrence, c'est une méthode qui permet d'accéder sur commande à ses intuitions. Mais je ne connaissais pas ce monsieur. Donc,
Et puis, alors il y avait une partie de moi qui était tentée, hein, je suis très curieux de nature, et puis il y avait une partie de moi qui était un petit peu sur la défensive, quoi. Quand un inconnu vient me voir et me propose de passer 3 jours avec lui en tête à tête, je me demande quand même ce qu'il peut avoir derrière la tête, quoi. Donc j'ai pas accepté, mais j'ai pas non plus dit non. Je me souviens avoir un peu botté en touche, en plus j'étais très pris à l'époque. Donc voilà, j'ai une réponse un peu mi-figue mais raisin. Et puis il a trouvé le moyen de me rejoindre à nouveau 3 mois plus tard. Il m'a refait la même proposition. Et là j'ai accepté. Donc j'ai loué une salle dans un restaurant près de chez moi. J'habitais Paris à l'époque. Et je me retrouve face à lui, donc il m'explique un peu l'histoire du remote viewing. Je peux vous la faire en 3-4 mots si vous voulez, sans dévoiler ce qui est raconté dans le roman. Mais donc l'histoire vraie de cette méthode, c'est né dans les années 70 aux États-Unis, donc en pleine guerre froide. C'est un physicien du nom de Harold Puthoff, comme celui qui existe vraiment, qui travaillait dans un laboratoire qui s'appelle le SRI, Stanford Research Institute. C'est une émanation de la prestigieuse université de Stanford aux États-Unis. Et Puthoff, en fait, a rencontré un artiste du nom d'Ingo Swann. Et cet artiste avait un don très particulier, un don d'intuition. Il était capable de décrire très précisément un objet mystère, n'importe quel objet mystère qu'on lui cachait dans la pièce à côté. Et ça a fasciné ce scientifique qui a voulu à tout prix comprendre comment c'était possible. Et dans ce moment, il a voulu comprendre comment c'était possible. Il a cherché à mettre au point une méthode, il s'est mis en tête de mettre au point une méthode de manière à acquérir cette capacité lui-même et pouvoir même la transmettre à d'autres. Sauf que c'était le cadre de l'université, et pas n'importe laquelle en plus. Ça s'apparentait évidemment au paranormal, donc c'est jamais bien vu dans le monde académique, n'est-ce pas? Donc il a eu du mal à réunir des budgets. Il a quand même réussi, ça a duré quelques années. Il a quand même réussi, mais il galérait chaque année pour réunir des fonds, pour mener ses recherches. Et puis il a commencé à avoir des résultats quand même assez intéressants, assez probants, même s'il n'a jamais réussi à montrer comment en fait cet intuitif s'y prenait. Par contre, il a réussi à mettre au point une méthode pour reproduire la même chose. Et puis un jour, on frappe à sa porte, un peu comme dans le livre. C'est amusant, vous avez fait un lapsus tout à l'heure, Yvon, parce que c'était pas dans le livre, ce ne sont pas deux agents de la CIA qui frappent à la porte de Timothy Fisher, des agents du FBI. Ah oui. En revanche, pour Harold Puthoff, c'est bien la CIA qui a frappé à la porte du labo. Et c'était, il raconte, c'était vraiment 2 hommes en noir, comme on peut le voir dans les films, en costume noir, et qui lui disent voilà, on s'intéresse à vos travaux, à ce que vous avez publié. En fait, on s'y intéresse tellement qu'on vous propose de continuer vos recherches, mais dans le cadre de la CIA, donc financé par nous. On vous finance, carte blanche. Et pour Puthoff, évidemment, le besoin était trop belle, lui qui ramait tous les ans pour réunir les fonds nécessaires. Donc il dit ok, banco, il signe. Sauf qu'à partir de là, la CIA dit on va juste déménager le labo. Donc on quitte l'université de Stanford et on va vous mettre sur un site militaire, une zone complètement ceinturée. Qui s'appelle Fort Meade, c'est près de Washington, à quelques kilomètres, 3 quarts d'heure de Washington à peu près. C'est un site qui est connu aujourd'hui pour abriter notamment les locaux de la NSA, vous savez, les grandes oreilles américaines qui nous espionnent, notamment nous les Français, et pas que. Et donc, voilà, on met le labo à Fort Meade, et puis surtout, on place le projet secret défense. Et à partir de là, le Congrès américain a voté des budgets de plusieurs millions de dollars tous les ans pendant des décennies. Donc, c'est un projet énorme. Qui s'est appelé Stargate, alors aucun rapport avec la série du même nom, qui a vu le jour 30 ans plus tard, évidemment. Mais donc c'est un vrai projet qui a existé, classé secret défense, qui officiellement a été arrêté en 1995, mais qui en fait continue toujours. En fait, si je peux dire ça, c'est que je suis en relation avec un ancien de Stargate qui s'appelle Paul Smith, un monsieur qui est toujours vivant, qui est un ancien major de l'armée américaine. Et Paul a consacré 7 ans de sa vie à ce projet, qui était à temps complet à Fort Meade, à bosser sur ce projet de remote viewing. Paul, c'était le chef du renseignement à Washington, donc c'est pas n'importe qui dans l'armée. Et il a travaillé sur ce projet. Il va vous raconter une anecdote, qu'à un moment donné, ses supérieurs lui demandaient de travailler par intuition sur quel serait l'événement le plus important pour les Américains dans la semaine à venir. Donc il travaille, il lance le protocole, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, et au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, il s'exprime par un dessin, et il dessine un bateau, on voit très nettement un bateau, puis il dessine une sorte d'avion, quelque chose qui ressemble à un avion, qui avance vers le bateau. Et 2 jours plus tard, il y a une frégate américaine qui croisait dans les eaux au large de l'Irak, qui s'appelle USS Stark, qui
qui s'est pris un missile Exocet, fabriqué par les Français d'ailleurs, un missile irakien, Exocet, qui est tombé sur le navire. Bon, il y a eu 32 morts, et je pas mal blessés, c'était une catastrophe. Ce qui est triste, c'est qu'on a pu l'éviter, alors que Paul Smith avait eu cette vision qu'il avait décrite très précisément, mais il n'avait pas pu localiser le bateau, dire quel bateau, à quel endroit, dans quelle mer. Dans votre livre, vous écrivez que pour accéder à l'intuition, il faut déjà se mettre dans un état d'acceptation que ça existe. Mais il faut dire que ce n'est pas évident au départ, ça paraît anormal. Et puis ensuite, il faut lâcher prise sur le besoin de contrôler ce qui se passe, se mettre en récepteur plutôt qu'en penseur, car la cogitation parasite l'intuition. Mais on le sait, je pense, c'est jamais simple de lâcher prise. Alors, c'est très difficile, et en fait, quand on se forme à cette méthode, le plus dur, c'est ça, c'est de débrancher notre mental quelque part. Donc moi, pour revenir et achever de répondre à la question précédente, ce premier jour, il y a 6 ans, quand j'ai été formé à ça, donc on expose la méthode en numéro 2, je dirais, c'est une méthode, grosso modo, qui est basée sur le fait que ces chercheurs ont démontré que l'intuition arrivait en nous, dans notre corps, par des micro-mouvements physiques. D'accord ? Mais ça varie d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être des petits mouvements des cils, pour d'autres, c'est des mouvements de l'intestin, et assez souvent, il y a des mouvements de la main. Et donc la méthode repose en fait sur l'exploitation de ces mouvements de la main. Donc vous demandez de prendre un feutre en main, une feuille blanche devant vous, et ça commence par un lâcher-prise où vous allez vous connecter, entre guillemets, je vais dire mentalement, spirituellement, comme vous voulez, à ce que vous cherchez, à l'information que vous cherchez, que ce soit un lieu, une personne, un événement ou quoi que ce soit. Vous vous connectez à ce que vous cherchez et vous laissez partir votre main. Quand je dis vous laissez partir, c'est même pas une écriture automatique, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'écrire, mais juste de dessiner quelque chose, n'importe quoi. Donc, en effet, ça ne ressemble à rien, c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas dans tous les sens. Donc, vous laissez votre main partir, puis après, on analyse ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long, mais par exemple, s'il y a une sinusoïde, c'est-à-dire qu'il y a une présence d'eau sur un lieu, par exemple. S'il y a des éléments anguleux, c'est-à-dire qu'il y a une construction humaine, etc. Il y a combien de personnes autour de vous pour analyser? Moi, il y avait juste l'instructeur et moi. Enfin, l'instructeur qui s'appelle Alexis Champion, qui est le plus grand spécialiste européen de l'intuition. Je ne savais pas quand il s'est présenté à moi initialement. Et donc, vous devez décoder ça. Mais le plus dur, c'est de laisser la main partir, parce qu'évidemment, vous avez un cerveau qui contrôle la main, et on a beau vous dire, laissez faire, faites n'importe quoi, mais oui, sauf que, voilà, moi j'avais envie de faire n'importe quoi qui ressemble vraiment à n'importe quoi, donc il y a une espèce de contrôle de mon cerveau, donc il m'a fallu plusieurs heures pour apprendre à vraiment lâcher prise, que ça parte comme ça sans réfléchir. Et c'est dur en fait, d'avoir un mouvement du corps qui n'est pas contrôlé par notre mental. Donc ça, là, il y a un vrai apprentissage, et puis après, donc, vous devez analyser ce dessin, que j'ai un petit peu évoqué, et puis ensuite alors, tout ça, ça vise, paraît-il, à rééquilibrer l'usage des 2 hémisphères du cerveau, parce que ces chercheurs ont montré que c'est comme ça qu'on a plus d'intuition, et puis ensuite, vous laissez venir. Et vous laissez venir quoi? Il y a en fait des perceptions qui viennent à vous, comme ça, spontanément, et là où il y a encore un lâcher-prise à faire, c'est que ces perceptions, elles sont brutes. C'est ce qui va venir sur des couleurs, sur des sons, sur des formes, des odeurs, des goûts, enfin, vous voyez, c'est très sensoriel, mais vous n'avez pas tout de suite l'information parfaite que vous cherchez. D'accord? Donc moi, ma première expérience, par exemple, c'était sur un lieu mystère. Donc l'instructeur avait choisi un lieu au hasard, il avait pris la photo qu'il avait cachée dans une enveloppe craft, tout à fait opaque, qu'il avait posée sur la table devant moi, comme ça. Donc j'avais l'enveloppe à 1 mètre de moi, même pas, et je ne pouvais rien voir, et je devais décrire le lieu en question. C'est pas la divination, je ne devais pas deviner ce qu'il y avait dans l'enveloppe, je devais me connecter au lieu représenté par la photo de l'enveloppe. C'est pas du tout pareil en fait. Et donc il y a des images qui commencent à. Enfin, pas des images, justement, il y a des couleurs, des formes qui commencent à venir, sauf que tout de suite, mon cerveau s'en empare, parce que l'être humain a besoin de sens, et donc mon cerveau, tout de suite, a essayé de compiler les premières informations qui émergeaient, en effet, en moi, pour en faire quelque chose. Et au bout de 3 minutes, je lui dis, j'ai trouvé, c'est une île déserte avec des cocotiers, et j'étais sûr de moi, j'ai l'image très précisément, je vois les cocotiers, l'île, l'eau autour, et il me dit, non mais là, ce n'est pas possible, 3 heures de formation, vous ne pouvez pas avoir des éléments aussi précis, c'est une construction mentale. Et en fait, j'ai dû apprendre ça, c'est même pas dans la première formation, c'est quand je me suis retourné le voir 4 ans plus tard, parce que j'ai décidé d'en faire un roman 4 ans plus tard. Je me dis, je vais aller beaucoup plus loin dans la formation, donc j'ai passé à nouveau 9 ou 10 jours avec lui.
Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai appris vraiment à lâcher prise et à accepter de ne pas chercher à comprendre et à interpréter ce qui venait à moi. Et en fait, quand on a compris ça, il y a une sorte de déclic en vous, et là, ça devient très simple. Et à partir de quand ça vous a semblé normal, enfin pas paranormal? D'abord, alors à la fin de la première session, d'accord, c'est genre 3/4 d'heure, donc ces images, ces couleurs, ces formes, etc. venaient à moi, mais ça ne ressemblait à rien, donc j'ai appris à cesser d'interpréter, de voir des îles désertes ou je ne sais quoi, d'accord, et accepter juste une information brute dénuée de sens, et noter tout ça. Donc je devais noter, alors tout est très codifié dans la méthode, donc il y a une colonne centrale, il faut noter les adjectifs, etc. Les autres colonnes sont là pour gérer les perturbateurs, par exemple les émotions, la peur de ne pas y arriver, ou les créations mentales qu'il faut aussi noter, c'est une colonne à droite. Et puis au bout de 3/4 d'heure, en fait, au moment là, ça se tarit un peu, plus rien ne vous vient. Et donc là, l'instructeur me demande de relire mes notes et de faire un résumé. Et je fais un résumé, je me souviens très précisément de cette première session il y a 6 ans, je note, le lieu comporte des ronds. Il y avait des formes rondes multiples, et ça n'a rien de précis. Je voyais des ronds, comme ça, côte à côte, un peu partout. Puis je voyais aussi des traits parallèles. Là aussi, je ne savais pas ce que c'était. Puis je voyais que c'était mouillé vers le bas et lumineux dans le fond. Voilà, donc ça, on dirait, ça n'apportait pas grand-chose. Mais voilà, c'est ce que j'avais perçu. Donc là, il ouvre l'enveloppe et il me sort la photo d'une cave d'affinage de fromage. Grosse déception. Bon, c'est une déception parce que j'avais vu des tas de choses. Mon cerveau avait utilisé toutes ces perceptions pour bâtir. Je me dis, ni des herbes, il y a d'autres choses que j'ai oubliées depuis. Mais absolument pas une cave d'affinage de fromage. Donc je lui dis, ça va pas du tout marcher. J'étais super déçu. Mais vraiment, pour moi, c'était un échec. Et là, il me dit, mais relisez vos notes. Je relis mon paragraphe et je trouve en fait une description absolument parfaite de cette cave d'affinage. Il y avait ces grands fromages ronds qui étaient disposés sur les étagères parallèles. Il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol et une petite lucarne dans le fond qui diffusait de la lumière. Donc quand j'ai vu ça, Yvon, quand j'ai compris en fait que j'avais bien décrit le lieu, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Parce que pour moi, ça bouleversait ma vision du monde. Je suis un fils de scientifique, je suis vraiment d'une culture scientifique, et c'était juste pas possible. Ce qui venait d'arriver n'était pas possible. Il n'y avait pas d'explication, c'était impossible. Donc vraiment, ça me mettait presque mal à l'aise. Maintenant, pour répondre à votre dernière question, j'ai redoublé à plusieurs reprises, et à la fin, je me suis habitué. Puis lui me disait, mais en fait, c'est juste totalement banal, c'est juste qu'on a tous cette capacité et on l'ignore. On nous a appris qu'on avait 5 sens, on pouvait voir, entendre, toucher, goûter, sentir, et on ne sait pas qu'on peut capter des informations indépendamment. On va y revenir. Je voulais vous dire, dans votre livre, vous abordez beaucoup de sujets, et à un moment, au début duquel vous évoquez le rôle de l'écrivain et de sa liberté de l'écrivain. Vous écrivez, la vraie liberté ne vient pas de notre situation, la vraie liberté, c'est celle que l'on se donne. Elle est en soi, elle est une façon d'appréhender l'existence, de vivre sa vie. Je disais tout à l'heure que vous avez fait aussi des études de philosophie, c'est le philosophe là, qui prend le pas sur l'écrivain. Je ne sais pas, sachant que cette idée, selon moi, s'applique à chacun d'entre nous et pas seulement aux écrivains. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est qu'assez souvent, les gens, ou beaucoup de gens, ne se sentent pas libres, et ils trouvent un responsable à cette situation. Ça peut être un patron, un conjoint, il y a plein d'explications possibles à un sentiment de manque de liberté. Alors, parfois, on peut avoir en effet un patron tyrannique, etc., bien évidemment, mais le plus souvent, en fait, les personnes ne réalisent pas que la liberté est avant tout une relation à la vie. Une relation à la vie, et que libre, on l'est avant tout soi-même, et notamment dans sa tête. C'est-à-dire que même un patron tyrannique, on peut choisir ou pas de se soumettre à sa tyrannie. Vous voyez, alors on dirait oui, mais j'ai pas envie de perdre mon emploi, j'ai un loyer à payer, etc. Évidemment, naturellement. Et en même temps, il y a aussi d'autres solutions. Ou alors, on peut choisir à ce moment-là de faire ce que nous demande ce patron tyrannique, et à ce moment-là, on est libre. Ça, c'est notre choix, et c'est super important d'avoir à l'esprit. Vous pouvez penser que c'est une petite subtilité de langage, mais en fait, non, pas du tout. Si je choisis de faire ce que me demande ce patron que je ne supporte pas, par exemple, et que c'est mon choix, je sais que je suis un homme libre qui décide de faire ce que l'autre me demande. Mais je me vois à ce moment-là très différemment
que je peux me voir si je considère que je suis juste victime d'un patron tyrannique. Vous percevez la différence? J'avais été troublé en fait par un écrit d'un philosophe, malheureusement j'ai oublié son nom, qui avait écrit sur les camps de concentration pendant la guerre et qui expliquait que parmi les survivants, en fait, on s'était rendu compte qu'un point commun entre beaucoup de survivants des camps nazis était justement cette notion de liberté. C'est-à-dire, s'ils avaient un morceau de pain à manger pour la journée et rien de plus, et en fait, certains arrivaient à trouver un sentiment de liberté et de choix en se disant, j'ai le choix de manger maintenant ou dans une heure ou cet après-midi ce morceau de pain et je choisis. Et donc ces personnes en fait restaient en vie parce qu'elles se sentaient encore libres dans un contexte qui pourtant était tous un contexte de liberté. Je viens un petit peu en arrière, je pense que beaucoup de vos lecteurs le savent. Quand vous étiez enfant, adolescent, vous aviez peur, vous étiez craintif, vous aviez peur d'aller vers les autres. Je crois que c'est la lecture qui vous a permis de s'en sortir. Vous lisiez beaucoup, c'était une manière de s'échapper d'un univers qui était assez strict au niveau de l'éducation. Alors, la lecture m'a permis en effet de m'échapper, et pas que la lecture, la rêverie, j'ai toujours été un grand rêveur. Donc, oui, j'ai eu une éducation, enfin, je ne peux pas faire reproche objectif à mes parents, je n'ai pas été un enfant battu, je n'ai pas vécu de grands malheurs, alors qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment particulièrement dures. Non, c'était juste que c'était plutôt très triste dans la famille, mais c'était vraiment pas folichon. C'était vraiment, il y avait une ambiance morose aussi au niveau de la relation de couple de mes parents, enfin bref, c'était vraiment pas joyeux, quoi. Et moi, je m'évadais par la lecture et par la rêverie, et puis en plus, c'était une éducation assez stricte, donc non, c'était vraiment pas très gai, quoi. Donc la lecture m'a permis d'évasion, la rêverie aussi. Par contre, vous parliez de mes peurs, Yvon. Voilà, les peurs, c'est pas la lecture qui m'a libéré de mes peurs. Mes peurs m'ont suivi assez longtemps dans la vie, jusqu'à devenir adulte, jusqu'à un beau jour, je ne peux pas vous dire quel âge, peut-être je sais pas, une vingtaine d'années, 20 ans, 22 ans, un jour où j'ai compris que mes peurs allaient en fait me pourrir l'existence, et que si je continuais d'obéir à mes peurs comme je le faisais, parce qu'en fait j'étais phobique, c'est-à-dire j'avais conscience de mes peurs, et je faisais tout pour me mettre à l'abri de l'objet de mes peurs. Donc j'avais peur du vide, je ne faisais pas de randonnée en montagne, j'avais peur des autres, je me planquais, c'est pas ça, j'ai fait des études de finance, hein, je voulais avoir un métier qui me permet d'être isolé dans un bureau, étudier des chiffres, mais pas de parler aux gens, parce que les gens me faisaient peur, quoi. Etc. J'avais peur de tout, et en fait j'avais une vie de planqué, entre guillemets. Et un jour j'ai compris que j'allais avoir une petite vie, que j'allais rien faire de ce que j'aimais, ou de ce que j'avais envie de faire, juste parce que je passais mon temps à me mettre à l'abri, quoi. Donc à partir de là, j'ai essayé de me prendre en main et de vaincre mes peurs, quoi, de les dépasser pour me libérer de tout ça. Ça donne de l'optimisme de savoir qu'on peut le faire. Un livre comme le vôtre aussi permet de partager des points de vue, d'informer. Je me suis amusé, c'est pas une anecdote, page 48. Vous racontez les conséquences de l'achat d'un jean sur l'environnement. On achète tous, un jour ou l'autre, un jean. Qu'est-ce qui vous a, à partir d'un geste un peu anecdotique, acheter un jean, qu'est-ce qui vous a incité à dire, à nous attirer notre attention sur les dangers que ça peut présenter pour l'environnement? C'est juste, on sait tous les problèmes que nous traversons actuellement et que traverse la planète. Je pense qu'il y a une grande, j'ai envie de dire un gros mot, une grande erreur marketing de la part des écologistes qui est de dire qu'il faut sauver la planète. En fait, c'est une erreur marketing. Pourquoi est-ce que la planète, c'est quand même extérieur à nous, quoi. Vous voyez, il y a moi, puis il y a la planète. Alors, évidemment, j'ai l'importance à la planète, mais c'est ma pomme d'abord. Okay, c'est comme ça que fonctionne un être humain, normal, entre guillemets, quoi. Sauf qu'en l'occurrence, c'est pas la planète qui est à sauver. La planète nous survivra, elle vivra bien après nous, quoi. La planète était là bien avant l'apparition de l'homme sur Terre et elle sera là bien après. Il suffit de voir, il y a quelques zones qui ont été abandonnées par les humains. Très vite, on ne voit plus une seule trace de ce qu'ont pu bâtir les humains, y compris le béton est très très vite recouvert. D'accord ? La vraie question, en fait, c'est la question des conditions de la vie humaine sur Terre. Et c'est ça qui est menacé, en fait. C'est nous qui sommes menacés. Et menacés par quoi ? Par notre mode de vie, enfin, on le sait, notre mode de vie, de consommation, etc. Et c'est intéressant de prendre conscience que chacun de nos actes quotidiens, même les actes les plus anodins, comme acheter un steak par exemple, ou un jean en l'occurrence, ont des conséquences qui ne sont pas anodines. Donc c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on a un rôle à jouer, même s'il peut sembler infime, parce que c'est un rôle individuel, nous, individus, au milieu de 7,5 milliards
de personnes sur Terre, d'accord, mais en même temps, c'est la fameuse métaphore du colibri. Si chacun fait sa part, c'est tout qui change, donc il y a un impact énorme. Mais aussi à travers cette histoire, ce thriller, en fait, j'avais envie de parler d'autre chose, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, ce sont les rouages financiers derrière la catastrophe écologique, en fait. Les rouages financiers qui sont à l'œuvre, notamment dans la déforestation amazonienne, qui est un vrai problème. Vous évoquez aussi, pour rester dans le domaine des attaques contre la nature et l'environnement, quelque chose qui est un peu moins connu. Vous dites que les 94 paquebots dans le monde, c'est géants des mers, comme on les appelle, polluent plus que les 260 millions de voitures qui roulent dans toute l'Europe. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, les attaques contre la forêt amazonienne en particulier. Donc vous vous attaquez finalement dans ce livre à des géants, pas les géants des mers, mais les géants de la finance, les géants de l'agro-business. Vous avez fait un travail d'investigation qui est avant d'écrire aussi ce livre. Oui, parce que j'avais envie de mettre en lumière ce dont on ne parle pas. Et c'est vrai qu'on parle peu de certaines grandes sociétés, notamment des grandes sociétés financières américaines, mais aussi, comme ce que vous citez à l'instant, des firmes dans le domaine des croisières. Il y a Carnival Corporation, je pense que Costa par exemple, qui a, comme vous dites, 94 bateaux. On peut dire 94 bateaux de croisière, c'est pas grand-chose. Et en effet, il a été démontré scientifiquement que ces 94 malheureux bateaux polluent plus que les 260 millions de voitures de toute l'Union européenne. Vous voyez, nous on nous culpabilise avec une vieille voiture, on nous dit qu'il faut la changer, ce qui n'est pas forcément une bonne idée sur le plan écologique d'ailleurs, parce que produire de nouvelles voitures pollue beaucoup. Finalement, garder une ancienne voiture en roulant peu, c'est peut-être une meilleure idée à mon avis. Tout comme les voitures électriques, on sait que les batteries, c'est pas anodin non plus, fabriquer des batteries, donc on nous pousse là-dedans, il y a un énorme business, ça fait marcher l'économie, la croissance, voilà, on est content, mais c'est pas non plus génial sur le plan écologique. Mais bref, on nous culpabilise beaucoup, mais on dit rien par contre à des géants, des géants de la croisière qui polluent beaucoup plus que les voitures. Il y a actuellement à Marseille 14 bateaux de croisière, c'est pas beaucoup, en rade de Marseille, qui sont bloqués parce qu'avec le Covid, il n'y a plus de croisière. Et ces 14 bateaux, au niveau, polluent plus simplement en restant à quai. Il faut tourner un peu les moteurs pour avoir de l'électricité à bord. Rien que le fait de faire tourner leur moteur à l'arrêt génère plus de pollution dans toute l'agglomération marseillaise que toutes les voitures de l'agglomération. Vous imaginez ? Sauf que c'est difficile aujourd'hui, pour certains déplacements, de ne pas prendre de voiture. Moi, je pense qu'on peut se passer de faire des croisières. Moi, j'espère que personne parmi vous dans des voyages. mais voilà, on peut voir d'autres choses. Il y a d'autres voyages, d'accord, mais c'est particulièrement polluant. Et pour avoir été invité il y a une dizaine d'années sur une croisière de ce type pour faire une conférence, à l'époque, je ne savais pas en fait à quel point ça polluait. En fait, j'ai réalisé que les gens qui font ce genre de croisière n'ont juste rien à faire de la mer, quoi. Ils y vont pour passer leur temps dans les casinos, il y a des machines à sous à bord, dans les boîtes de nuit, et en fait, il n'y a personne sur le pont. Moi, j'étais sur le pont pour partir, c'était pas de Marseille, c'est un peu à côté, je me souviens plus le nom du port, je voulais voir la terre s'éloigner, comme on allait grandement l'autre fois, mais j'étais seul sur le pont, quoi. Tout le monde n'en avait rien à faire, quoi. C'est incroyable. Pareil pour les escales, les gens ils étaient dans les boîtes de nuit, sur les machines à sous, c'est juste une aberration totale. C'est pour ça que notre livre n'est pas simplement un polar si vous abordez les questions essentielles. C'était beaucoup de travail pour arriver à accumuler toute cette documentation pour faire ce livre. Il y a toujours pour moi un gros travail de recherche avant d'écrire un livre. D'ailleurs, la phase même d'écriture, c'est quelques mois, et je mets en moyenne 2 ans, 2 ans et demi pour écrire un livre, qui est une grosse phase de recherche, qui est à la fois nécessaire pour enrichir l'histoire, mais aussi pour trouver des idées. Vous savez, la créativité par rapport à l'histoire, aux personnages, aux scènes, aux événements qui se déroulent dans un roman. Les idées viennent aussi des recherches. Pourquoi est-ce que vous allez lire des informations sur n'importe quoi, par exemple sur la pollution des navires, et hop, ça va vous donner une idée. Et vous dire, ah mais tiens, je peux imaginer que le personnage fait ceci ou cela. Donc il y a beaucoup des idées en fait, vraiment qui viennent d'un travail de recherche. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Je pense qu'on met beaucoup de soi dans un livre. Est-ce de vous? Vous parlez, page 121, quand vous dites qu'on vient sur Terre avec une mission, un rôle à accepter. Comment le savoir? Est-ce que c'est là aussi par intuition qu'on peut le savoir? Eh bien, je pense que chacun de nous a une mission. Je pense qu'on vient sur Terre pour quelque chose, quoi.
Chacun de nous a une mission, un rôle à jouer, quel que soit le domaine. Et je pense qu'on a entre guillemets les talents qui nous permettent de le faire. La difficulté, c'est que les talents sont souvent cachés, ils ne sont pas évidents à découvrir. Donc il y a un vrai travail d'introspection à mener pour découvrir nos talents et comprendre en fait, quel rôle chacun de nous peut jouer sur Terre. Parce qu'en fait, on a tendance à tous se retrouver, et ça a été mon cas, sur des rails qui sont soit choisis par les parents, soit par nous-mêmes, mais à un âge où on nous demande de choisir une orientation alors qu'on ne se connaît pas finalement. Voilà, moi j'ai dû choisir mon orientation à 17 ans, je décide plutôt à 16 ans, parce qu'avec le nouveau bac, il faut choisir la spécialité de la seconde. Oui, on est super jeune, un stagiaire ne se connaît pas, donc on peut vite se retrouver embarqué, et c'était mon cas dans une direction finalement qui va conditionner ensuite votre vie professionnelle. Et donc vos actions au quotidien, pour votre vie, l'essentiel de votre vie éveillée jusqu'à ce que vous ayez l'âge de la retraite. Et je crois que vous avez pu le faire en vous trompant, ou en tout cas sans vous connaître. Et donc ça vaut le coup, quel que soit notre âge, je trouve, d'entrer un peu en introspection, d'apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qui allume cette petite lumière au fond des yeux quand on fait certaines choses, et pas d'autres. Pour en fonction de ça, comprendre finalement quel rôle on peut jouer sur Terre. Alors, je parle de la vie professionnelle, mais ce n'est pas uniquement dans la vie professionnelle, bien sûr, en dehors de notre métier, à travers d'associations, de hobbies, de tout ce que vous voulez, on peut exprimer voilà, ces talents qu'on a en nous et qui ne demandent qu'à être manifestés. Est-ce qu'on peut faire confiance à son intuition pour ça? Mais oui, alors, surtout que depuis que j'ai découvert l'intuition, en fait, j'ai surtout compris qu'en moi se trouvait un certain nombre de réponses à les questions que je me pose sur l'extérieur. Parce que l'intuition, c'est ça finalement. Ce sont des informations extérieures qui émergent en nous, dans notre corps. Et donc quand on accepte cette idée, parce que les plus rationnels d'entre nous peuvent dire non, ça j'y crois pas, c'est du pipeau, ce que je me disais au début d'ailleurs, et si on accepte que c'est vrai, et qu'on apprend, qu'on s'entraîne, j'ai envie de dire, qu'on comprend, vous allez découvrir comment l'intuition se manifeste en vous, et se manifeste dans votre corps. Et vous allez découvrir que vous avez donc à l'intérieur de vous, dans votre corps, des réponses aux questions que vous vous posez, y compris sur l'extérieur. Donc ça va être une relation à la vie complètement différente. Moi aujourd'hui, quand j'ai une décision à prendre, qui arrive, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent, comme pour chacun d'entre vous, quand j'ai une décision à prendre, avant je cherchais à réfléchir, parce que j'ai été conditionné comme ça, notamment par les études, mais avoir une démarche rationnelle, lister par exemple les critères, faire une hiérarchie de critères, les pondérer, etc., pour avoir la décision la plus objective possible. Et aujourd'hui, je ne fonctionne plus du tout comme ça. Aujourd'hui, j'écoute ce que je ressens. Et je sens en moi en fait quelle est la bonne réponse. Vous voyez, si je rencontre un inconnu, comme il y a 6 ans, ce monsieur qui est venu vers moi, en fait, au fond de moi, aujourd'hui, je sens si c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Alors qu'avant, même si je le sentais, je n'en tenais pas compte. Parce que je me disais, non, il faut être raisonnable, il faut être objectif, logique, d'accord. Donc j'ai essayé de me baser sur des éléments beaucoup plus tangibles. Laurent, je pense qu'on va devoir un peu s'arrêter.